Aujourd'hui, on va parler de l'Arabie. Alors l'Arabie, c'est une immense péninsule qui est située entre la mer Rouge et le golfe Persique. C'est d'ici, vous le savez, que viennent les Arabes, peuple qui s'est répandu ensuite dans des pays voisins. Dans l'histoire, à 3 reprises, les hommes ont cherché à unifier l'Arabie. Le premier à tenter cette expérience, c'est Mahomet, au 7e siècle. Et il réussit, mais 300 ans plus tard, la péninsule rebascule dans l'anarchie. Le deuxième, c'est un certain Séoud le Grand, en 1806, au temps du premier royaume saoudien. Mais ce royaume a disparu rapidement, lui aussi. Son dernier roi a été décapité par les Turcs devant la basilique Sainte-Sophie en 1818. Or, il y a une troisième personne qui a réalisé cette unification, et cette personne s'appelle Ibn Séoud. Il s'appelle Ibn Séoud. En fait, son vrai nom, c'est Abdelaziz. Séoud, c'est un nom de famille. Ibn Séoud, c'est un nom qu'on lui donne pour signifier qu'il est le descendant de ces rois saoudiens qui avaient fondé jadis un royaume. Et du coup, t'as dit que l'Arabie était divisée à son époque. Alors oui, l'Arabie était retombée dans l'anarchie, dans les luttes entre clans, et notamment dans le plateau du Nejd, là où il vit. Donc Ibn Séoud appartient à la lignée des Saoudites. Son clan ennemi à l'époque, c'est celui des Rachidites, du nom de Rachid, l'émir du Haïl, qui est une région voisine du Nejd. Quand je vous dis lutte entre clans, ce sont des luttes extrêmement violentes. Rachid a fait massacrer toute la famille d'Ibn Séoud, sauf son père à lui. Donc on est ici en présence d'un jeune garçon qui a vu d'innombrables scènes de massacre. Il a vu des gens se faire poignarder, se faire jeter dans des puits. Et puis il a été obligé, très jeune, avec son père, de s'enfuir, de vivre quelque temps dans des grottes du désert. Et finalement, il s'est réfugié dans la ville de Koweït. En 1901, alors qu'il n'a pas plus de 25 ans, il décide de quitter Koweït. Il a un projet dans la tête, recréer le royaume de ses ancêtres. Aujourd'hui, mes amis, on va se demander de quelle étoffe est fait ce jeune homme qui part avec une trentaine d'amis, avec quelques fusils, quelques chameaux. Ce jeune homme qui veut recréer un royaume perdu et qui s'appelle Abdelaziz Ben Abderrahman Al Saoud, plus connu sous le nom d'Ibn Séoud. Abdelaziz et ses partisans n'ont ni argent ni butin et leur tête est mise à prix. Ils doivent se cacher. Se cacher dans le Rub al-Khali. Alors le Rub al-Khali, c'est le plus grand désert de sable de la péninsule. Ils y restent pendant des mois, dans des conditions qui défient toute imagination. Chacun d'eux n'a avec lui qu'un peu d'eau, un peu de pain, une tente, un chameau malade et un fusil. La température monte jusqu'à 60 degrés. Et ses compagnons acceptent de faire tout ça pour lui. Ils sont plutôt sympas, dis donc. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est difficile à entendre, on vit dans un monde où on râle déjà pour lever ses fesses et aller décrocher le téléphone, mais oui, dans le monde d'avant, on était capable de souffrir et même de mourir pour un pur idéal spirituel. Il faut comprendre que ces hommes ne veulent pas juste fonder un nouveau royaume. Ils ont le désir de restaurer la pure doctrine islamique sur l'Arabie. Ce que je vous avais pas dit, c'est que l'ancien royaume saoudien était porté par un souffle spirituel, une sorte de prophète qu'on appelle Abd al-Wahhab et qui avait fait alliance au XVIIIe siècle avec les Saoudites. La doctrine d'Abd al-Wahhab, c'était un islam pur, fidèle au Coran, qu'on va appeler salafisme. Donc Abdelaziz et ses compagnons sont portés par une œuvre de réforme religieuse radicale, et c'est ça ce qui justifie leur abnégation. Et puis, ce sont des bédouins. Ils ont de l'honneur, ils sont attachés à Abdelaziz par un pacte. Ces hommes ont donné leur vie à ce garçon d'une vingtaine d'années qui leur semble armé d'un courage et d'une piété extraordinaires. Ils se disent, lui, il est aimé d'Allah. Donc, la première ville dont ils veulent avoir le contrôle, c'est Riyad, une ville dans laquelle Ibn Séoud a grandi. Alors ils vont réussir à s'infiltrer dans le Riyad et à exterminer la garnison, qui était au service de Rachid. Vous vous souvenez, ce clan ennemi. La prise de Riyad en 1902, où Abdelaziz montre qu'il est aussi rusé que pieux, c'est le point de départ d'une vaste conquête. Il rassemble des tribus bédouines, il conquiert le Nejd tout entier en 1903, puis il écrase Rachid et les Turcs, avec qui il était allié, à la bataille de Shinana, en démontrant ainsi à tous les Arabes qu'il est possible de combattre et de vaincre les Turcs. Il fait décapiter Rachid, il conquiert ensuite le Haïl en 1906. Mais ce n'est pas fini, il s'empare aussi du Haza, pratiquement sans coup férir, en 1913. Mais bon, on est au Moyen-Orient, les Anglais sont jamais loin, et Ibn Séoud comprend
que eux aussi vont finir par poser problème. Du coup, la prochaine étape, c'est de vaincre les Anglais. Alors, je clarifie tout de suite. Ibn Saoud se bat au nom de l'islam. Il suit les plans d'Allah. Et les plans d'Allah, c'est soumettre le monde entier à la charia, hein, on va pas se mentir. Mais il sait très bien qu'il existe des lignes rouges qu'il ne peut pas franchir. Donc oui, on vaincra les Anglais, mais plus tard, dans plusieurs siècles. Les Anglais, ils pratiquent une guerre moderne, aux chars et aux canons. Lui, il se bat encore avec des cimeterres, des fusils et à dos de chameau. Donc, il va se fixer une règle. Combattre les Arabes, pas de problème. Combattre les Turcs, pas de problème. Mais jamais, jamais, il ne faut échanger la moindre salve avec les Anglais. Ibn Saoud, c'est un fanatique peut-être, mais un fanatique qui garde les pieds sur terre. Bon, maintenant qu'il a conquis le Haza, qu'est-ce qu'il reste à conquérir, à ton avis? Je dirais la Mecque. Oui, la Mecque, Médine, les villes saintes. Ces villes saintes se trouvent dans les vallées du Hedjaz. Celui qui contrôle le Hedjaz, c'est le shérif de la Mecque, Hussein. Shérif? Shérif? Alors attention, hein, tu peux oublier les ranjos, les cigares et la tequila, hein, d'accord? Ici, shérif s'écrit avec un C et c'est un mot qui désigne les descendants de Mahomet. Le shérif, Hussein, est un vieillard, patibulaire, cupide, entêté et jaloux de tout le monde, même de ses propres enfants. Alors, je dis même de ses enfants parce que il en a trois, hein, Abdallah, Ali et Faisal. À eux tous, ils forment la dynastie des Hachémites. Toute l'histoire des Arabes de la première moitié du XXe siècle est dominée par une rivalité durable entre Saoudites et Hachémites. Ah, ça y est, il a enfin trouvé des adversaires à sa taille. Eh bien, je dirais pas vraiment ça. Les Hachémites, ils font pas le figure à côté d'Ibn Saoud. Ils n'ont pas son génie militaire, ni son rigorisme religieux, ni sa prudence diplomatique. Militairement, il les a toujours vaincus. Donc c'est des losers. Mais pourquoi on parle d'eux alors? Parce que là, on s'approche de la Première Guerre mondiale. Pendant cette Première Guerre mondiale, les Britanniques ont organisé une révolte des Arabes. Une révolte tournée contre les Turcs. Ah oui, attends, je connais ça. C'est un rapport avec ce mec là qui... L'anglais qui a toujours un foulard. Eh oui, Laurence d'Arabie. Non, 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 c'est pas ça. Tu sais, ce gars qui porte un nom de fille, toujours à dos de chameau. Laurence d'Arabie. Non, non, tu sais, c'est un anglais. Je sais plus ce qu'il a fait, mais enfin, il a écrit un bouquin. Laurence d'Arabie. C'est ça, bravo. Donc, en gros, je résume. Les Anglais vont démarrer une révolte arabe, pendant laquelle va s'illustrer ce fameux Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie, c'est un intermédiaire entre les Anglais et les Arabes. Il va falloir choisir un clan arabe pour conduire la révolte, tout simplement. Et c'est bien le clan des Hachémites qui va être choisi. En fait, ils auraient pu choisir Ibn Saoud, mais ils ont préféré choisir les Hachémites. Alors, les Anglais n'ont pas vraiment eu à choisir. Ils ont des contacts assez étroits avec le Hedjaz depuis assez longtemps. Ibn Saoud, ils voient qui c'est, mais ils ne comprennent pas son importance. Ils ne comprennent pas qu'il est en train de réaliser pour la troisième fois dans l'histoire l'unification de l'Arabie. Et au fond, ils se fichent bien de l'Arabie. C'est un territoire qui ne les intéresse pas, car il est sans ressources. Bah, il y a le pétrole. Il n'a pas encore été découvert. Non, non, pardon, vas-y. Territoire sans ressources, donc. Bref, les Anglais utilisent les Hachémites comme clan pour diriger la révolte arabe. Et une fois l'Empire ottoman effondré, à la fin de la guerre, les Hachémites vont régner sur des territoires soigneusement dessinés par les Anglais. Il y a un fils qui va devenir roi d'Irak, un autre qui va devenir roi de Transjordanie, pendant que le troisième est promis au Hedjaz. Ibn Saoud, lui, son objectif, c'est le Hedjaz. Vont s'en suivre des affrontements entre Hachémites et Saoudites. Affrontements systématiquement remportés par Ibn Saoud. En 1919, il les bat à Turaba, puis il s'arrête dès qu'il craint une intervention britannique. Au bout de 5 ans, il apprend que Hussein, dans sa grande mégalomanie, s'est proclamé calife. Et du coup, Hussein, il passe de shérif à calife, comme ça, sur un coup de tête. Et d'où nous vient cette belle promotion? Alors, j'ai pas le temps de tout détailler, mais en gros, dans le monde musulman, il y a un calife, qui est en fait le sultan ottoman. Mais l'Empire ottoman a disparu. Le dernier calife s'est enfui en France. Donc il n'y a plus de califat sur Terre à cette époque-là, juste à cette date, en 1924. C'est la porte ouverte à tous les arrivistes, comme ce fameux Hussein, pour se proclamer calife. Alors évidemment, ça fait bien rire Ibn Saoud, parce qu'il sait très bien qu'il va l'exploser. Et de fait, après la bataille de Taïf, il parvient à conquérir le Hedjaz. Et il fait sa grande entrée à la Mecque. Dernière étape en 1934, il mène une courte guerre contre l'imam Yahya, qui est le puissant dirigeant du Yémen. Et ça lui permet de conquérir la Syrie. Ça y est, l'unification est terminée.
Mais regarde sur la carte, tu vois bien qu'il reste le Yémen, la Madraout, l'Oman, puis il y a aussi les États de la Trêve. Oui, l'unification est incomplète, en effet, mais tous les territoires que tu cites sont trop étroitement contrôlés par les Anglais. Donc, Ibn Saoud n'y touche pas. Moi, s'il y a une chose que je comprends pas, c'est qu'on nous dit que l'Arabie est un pays très religieux, réactionnaire, islamiste, et pourtant ce même pays est un allié des États-Unis qui diffuse une société consumériste et individualiste. Ils m'ont pas l'air net. Alors en fait, ça s'explique assez bien. Ibn Saoud a toujours eu le sentiment d'être encerclé par les Anglais. Bah oui, les Anglais, ils sont en Égypte, à Aden, en Oman, dans les États de la Trêve, à Koweït, en Perse. Au nord, ils ont aussi les mandats d'Irak et de Transjordanie et de Palestine, dont 2 sur 3 sont en fait des monarchies hachémites. Et puis, ils monopolisent toutes les ressources pétrolières qui ont été découvertes dans le golfe Persique. Bref, Ibn Saoud est encerclé par les Anglais. Pour briser cet encerclement, il cherche un allié. Ah oui, et cet allié, ce sont les Américains. D'accord, mais les Anglais, ils vont pas se laisser faire. Les Américains vont utiliser une ruse. Ils vont rentrer dans les affaires arabes par une petite porte. En principe, tous les gisements de la région sont obligatoirement détenus par des compagnies britanniques. Les Américains choisissent de ruser. Ils enregistrent discrètement la filiale d'une de leurs compagnies pétrolières au Canada. Ah ouais, rusé. Non, en vrai, j'ai pas compris. Le Canada appartient au Commonwealth britannique, donc le contrat d'exclusivité n'est pas rompu. Et c'est à ce titre qu'ils vont réussir à forer dans cette région. En l'occurrence, à Bahreïn. En 1932, coup de bol, il y a du pétrole qui sort de la pompe. Et comme Bahreïn est tout près de l'Arabie Saoudite, ils se disent qu'il y a peut-être du pétrole aussi dans le sol de l'Arabie Saoudite. Donc quand on explique à Ibn Saoud qu'il y a peut-être du pétrole sous ses pieds, il comprend immédiatement qu'il est dans un moment historique. Il n'hésite pas une seconde et il confie les prospections à une société américaine qui deviendra plus tard archi célèbre, l'Aramco. Ouais, la compagnie Saudi Aramco. Mais à l'époque dont nous parlons, c'est encore une entreprise privée américaine. Tous les bénéfices d'Aramco reviennent à des Américains. En 1937, la compagnie Aramco annonce qu'elle a trouvé, devine quoi, du pétrole. Ibn Saoud a dû s'évanouir de joie quand il a compris que l'Arabie Saoudite allait être cousue d'or pour les 200 prochaines années au minimum à venir, sauf tarissement bien sûr. Oui, mais il faut être patient. Pour l'instant, ces bénéfices reviennent encore aux Américains. Ibn Saoud ne touche pas un centime. Mais incontestablement, comme il est intelligent, il sait que tôt ou tard, les pétrodollars vont finir dans sa poche. Arrive la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, Ibn Saoud hésite un moment à profiter du conflit pour s'en prendre aux Anglais. Puis il renonce. D'autres y avaient pensé avant lui et l'ont payé très cher. Donc il décide de ne pas participer à la guerre, de rester spectateur. Il observe. C'est un observateur attentif et très subtil. Pendant la guerre, il observe une chose. Les Anglais semblent débordés, ils délèguent de plus en plus de responsabilités aux Américains. Et tout particulièrement, ce qui les rend débordés, c'est leur devoir de ravitailler l'Union soviétique. Pourquoi l'Union soviétique? Je rappelle que Staline rentre en guerre en 1941 et il demande aux Britanniques de le ravitailler. Staline, c'est quelqu'un qui est assez vorace, il demande du caoutchouc, de l'étain, du plomb, du tissu, plein de choses. C'est un allié, mais c'est surtout un ogre qu'il faut nourrir à la petite cuillère. Les Britanniques sont totalement débordés et en octobre 1942, Roosevelt, président américain, finit par dire aux Anglais « Arrêtez de ravitailler Staline, je vais le faire à votre place ». Alors c'est parti, il lui livre 4000 avions, 130 000 camions Egypte, 912 000 tonnes d'acier, des rails, de l'aluminium, de la poudre, et j'en passe. Les Américains vont tellement vite que les volumes de stockage des ports irakiens sont complètement saturés. Ibn Saoud comprend que c'est le moment d'intervenir. Il propose à Roosevelt d'utiliser ses propres ports, du Hassa. Et pour le remercier, Roosevelt inscrit l'Arabie Saoudite sur la liste des bénéficiaires de la loi Pré-Bail en 1943. Donc finalement, l'alliance entre Américains et Saoudiens s'est surtout fondée sur une histoire de manque de place dans les ports. Ah, mais les ports, c'est absolument crucial. D'autant qu'il va bientôt falloir réaliser le transfert pacifique.
Et là, je vais te demander, mais c'est quoi le transfert pacifique? Et là, tu vas te racler la gorge et étaler ta science. Alors, le transfert pacifique, c'est un truc tellement évident que personne n'y pense jamais quand on parle de la Seconde Guerre mondiale. Mais les Américains savent que Hitler va capituler avant le Japon. Donc, il va falloir tôt ou tard transférer tout le matériel de guerre et tous les soldats depuis l'Europe vers le Japon. Et le plus vite possible. Il va falloir passer d'un hémisphère à l'autre, à une vitesse record. Pour ça, il va falloir prendre le chemin le plus court, c'est-à-dire qu'on va passer par le Moyen-Orient, soit par le canal de Suez, soit par le Golfe, mais dans tous les cas, on aura besoin des ports saoudiens. Ah oui, ça c'est pas bête, mais du coup il a été fait ce transfert? Non, finalement il a été annulé. Et pourquoi? Oh, j'ai compris. Oula, d'accord. La guerre du Japon s'est terminée plus vite que prévu. C'est sûr que transporter des millions de milliards de tonnes de matos et de gens vers l'antipode de la planète, c'est moins rentable que transporter deux petites bombes de 4 tonnes chacune qui, à elles deux, feraient plus ou moins le même travail. Mais bon, revenons à nos chameaux. Pendant la guerre, une base militaire américaine s'installe à Daran. Le 14 février 1945, à la fin de la guerre, Roosevelt décide de rencontrer ce fameux Ibn Saoud sur l'USS Kinsey dans la mer Rouge. Et c'est là que va avoir lieu ce qu'on a appelé le pacte de Kinsey. C'est donc ce moment où l'Arabie s'est décidée à pactiser avec le diable. Roosevelt a essayé de convaincre Ibn Saoud d'accueillir quelques juifs rescapés de la Shoah. Ibn Saoud a dit non, comme on pouvait s'y attendre, et voilà, c'est à peu près tout. C'est tout? Roosevelt a posé une question bête et Ibn Saoud a dit non? Alors on a beaucoup glosé sur ce prétendu pacte de Kinsey. On a dit que ce pacte prévoyait qu'en échange de concessions pétrolières, Roosevelt promettait de vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Mais cette histoire est sérieusement remise en doute puisque ces questions étaient déjà plus ou moins réglées. En fait, même si ce pacte ne fut peut-être pas tel qu'on l'a présenté, malgré tout, il est un point de départ. Pour la première fois, le président et le roi se rencontrent et comprennent que, malgré les civilisations radicalement opposées qu'ils représentent, ils ont les mêmes intérêts. 1945 marque le début d'une longue amitié que certains politologues qualifient de mariage catholique. Et oui, c'est bien connu, chez les catholiques, le mariage est indissoluble. Un mariage fait d'amour, d'affection et de consentement mutuel. Et de vente d'armes, de concessions pétrolières et de transfert de compétences. Je vais te donner un exemple. Lors des attentats de 2001, 15 des 19 terroristes identifiés étaient d'origine saoudienne. Et pourtant, l'Arabie Saoudite est toujours le plus gros acheteur d'armes des États-Unis. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le jargon une preuve d'amour. Alors on est presque rendu à la fin, mais il reste encore un dernier acte. Je rappelle que les États-Unis sont eux-mêmes producteurs de pétrole, et à cette époque, ils sont exportateurs. Sauf qu'en 1948, ils traversent une crise technique et logistique. Ils décident de remplacer leur matériel. Or, en attendant, ils sont forcés de faire appel aux Saoudiens pour satisfaire la demande européenne. Une fois cette crise passée, ils décident d'économiser leurs propres gisements. Donc l'Aramco a désormais des débouchés durables. Elle a tout pour réussir. Oui, mais il y a juste un petit souci. L'Aramco, elle a désormais du pétrole, des raffineries, des acheteurs. Mais, compte tenu des volumes, elle a encore besoin des pétroliers anglais pour acheminer son pétrole vers l'Europe. Elle passe aussi par une foule de détroits qui sont tous contrôlés par le Royaume-Uni. Hormuz, Bab el-Mandeb, Suez. Donc, les Britanniques ont encore complètement leur mot à dire dans les affaires saoudiennes. Et c'est ce qu'on voit avec l'affaire de la Tapline. Les Saoudiens ont de plus en plus cette envie de construire un oléoduc qui rendrait le pays plus autonome. Alors laisse-moi deviner, si les consommateurs sont en Europe, alors il faudrait un oléoduc qui part de Daran pour aller jusqu'à la Méditerranée. Exactement. Les Anglais remuèrent ciel et terre pour empêcher cet oléoduc. Ils envisagent des solutions folles comme la fusion de la Syrie, de l'Irak et de la Jordanie pour créer une sorte de grand royaume hachémite puissant qui pourrait s'opposer aux Saoudites. Ah ouais, donc en fait c'est clair, la confrontation entre hachémites et saoudites, dont on avait parlé au début, elle est toujours là et elle
continue à travers la rivalité anglo-américaine. C'est exactement ça, mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que les pays dirigés par les Hachémites sont à cette époque secoués de convulsions anti-britanniques. Les affaires tournent très mal pour les Anglais. Les peuples arabes, un peu partout, essayent visiblement de se débarrasser des puissances coloniales. Sentant monter un climat anti-occidental, l'Aramco craint d'être victime à son tour. Oui, c'est une compagnie américaine. Du coup, elle prend les devants. En 1950, elle offre à l'Arabie 50% de ses bénéfices et elle se soumet à l'impôt saoudien. Quant à la Tapline, elle est enfin inaugurée en 1950 aussi. Ça y est, on est en 1950 et Ibn Saoud a encore remporté 2 énormes succès. Décidément, il ne regrette pas cette alliance avec les Américains. Ce sont quand même des partenaires sympas, bien qu'ils soient des infidèles. Ce sont de grands connaisseurs, ils partagent leur science des forages, ils sont d'un abord facile. Bref, Ibn Saoud a tout simplement fait un choix stratégique magnifique avec cette alliance. 3 ans après avoir mis la main sur l'or noir, Ibn Saoud meurt d'une crise cardiaque à Taïf. En fait, il a quasiment tout réussi, ce gars. Oui, à première vue, on a affaire ici à un sans faute. Quelqu'un qui n'a commis aucune erreur politique. Alors c'est la fin de ce premier épisode, surtout likez, commentez, partagez, n'oubliez pas de vous abonner. En réalité ici je vous ai donné que la chronologie générale des événements, mais je ne vous ai pas vraiment dit en quoi le règne d'Ibn Saoud est si important pour les Arabes, et c'est ce que je vais faire dans le deuxième épisode que je vous invite à ne pas manquer.